Merci d'être venus aussi nombreux finalement pour ce premier webinaire organisé dans le cadre des Printemps de l'école, la 4e édition des Printemps de l'école des hautes études publiques. On a la lourde tâche d'essuyer les plâtres cette session, donc on est les premiers d'une série de plusieurs webinaires. Donc aujourd'hui, au sein de ce webinaire, nous allons aborder la thématique des innovations sociales sous l'angle de la définition et aussi globalement de son utilisation. Donc on est un petit peu sous l'angle du pourquoi, comment. Et donc ce webinaire va faire l'objet d'une suite complémentaire la semaine prochaine également, et donc j'aurai l'occasion d'en reparler à la fin aussi. Donc aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir 2 invités. On a Juan Luis Klein, qui est donc professeur de géographie au département de géographie de l'Université du Québec à Montréal, et donc qui est membre du CRIS, donc qui est un centre de recherche très réputé justement pour travailler sur ces questions autour des innovations sociales. Juan Luis en a même été l'un des membres fondateurs et il l'a aussi dirigé pendant de nombreuses années. Et il est actuellement directeur du département de géographie, toujours à l'Université du Québec à Montréal. Et Magela Simard est donc professeur de géographie au département d'histoire et de géographie, ici même à l'Université de Moncton. Et Magela est également membre du CRIS. Voilà, donc merci à vous deux d'être venus pour participer à ce webinaire. Donc, pour parler un petit peu d'organisation, comme vous le savez, chacun des 2 intervenants va disposer d'environ 25 minutes de présentation. Et puis, une fois les présentations, une fois qu'elles auront eu lieu, on laissera place pendant la dernière demi-heure aux échanges avec les personnes présentes, donc les différentes questions et commentaires. Voilà, donc sans plus tarder, je pense que je vais peut-être céder la parole dans un premier temps à Juan Luis. Donc, Juan Luis, je vous laisse la place. Parfait. Merci beaucoup, Arnaud, de me donner cette occasion de parler avec vous autres sur le thème des innovations sociales. Moi, je vais l'aborder en relation au territoire. J'imagine que ce n'est pas une surprise, vu que je suis géographe et que nous allons parler avec Magela, qui est aussi géographe. Alors, j'imagine qu'on va parler un peu de territoire aujourd'hui. Je vais partager mon écran. Alors, on a testé tout à l'heure et ça a marché. J'imagine que ça va marcher encore. C'est ça. Alors, voilà. Donc, est-ce que on le voit. On voit mon écran. Donc, moi, je ne vois que Arnaud. Malheureusement, je ne vois pas les autres personnes qui sont présentes. Mais c'est le meilleur, hein. C'est ce qu'il y a de mieux à voir. Alors, donc, le titre que j'ai mis à ma conférence ou communication, c'est les innovations sociales et le territoire. Et je vais me référer au nouveau modèle d'action en développement territorial. Alors, c'est que cette réflexion s'inscrit dans le contexte d'une réflexion plus large sur une crise qui est très importante. C'est une crise sociale et économique et qui va très largement au-delà des questions conjoncturelles et même des questions sanitaires. Là, on comprend qu'on est dans le contexte d'une remise en question d'un modèle de développement. C'est un modèle de développement qui a été orienté vers essentiellement le progrès, vers la croissance, et qui n'a pas été fondamentalement orienté vers le bien-être des personnes qui habitent le territoire. Or, je vais le dire tout de suite au cas où mon temps passerait et que je ne pourrais pas le dire à la fin, c'est que je considère comme étant la valeur principale du territoire, c'est qu'on vit, on vit dans le territoire, ce qui fait que la valeur d'usage du territoire est le fait qu'on y vit et que tout modèle de développement
qui vise le bien-être des sociétés, mais doit tenir compte du bien-être qui se met en place dans le territoire, vu que c'est là que la vie a lieu. Okay? Alors ça m'amène à dire que je vais surtout prôner l'importance de la valeur d'usage et des territoires et de tout, en fait, hein, par rapport à la valeur d'échange qui nous situe dans un contexte de compétitivité hein, et non pas des biens communs. Alors, tout ça nous amène à dire que si on veut développer de nouveaux modèles d'action par rapport au développement en général, mais par rapport au développement de territoires en particulier, mais il faut se situer dans un contexte de rupture avec l'existant, avec ce qui s'est fait, parce que sinon, on ne ferait que reproduire les facteurs qui ont provoqué l'essentiel de cette crise, qui, comme on le sait, c'est une crise à la fois sociétale et à la fois écologique. Alors, d'où le recours à l'innovation sociale. Alors, c'est quoi l'innovation sociale? Moi, évidemment, il y a tout un ensemble de personnes qui travaillent sur l'innovation sociale dans le monde. Il y a des centres de recherche, il y a des réflexions de tout ordre, il y a des politiques publiques aussi qui favorisent l'innovation sociale. Il y a donc diverses façons d'approcher l'innovation sociale. Moi, je vais me référer je vais maintenir à la perspective de notre centre de recherche, c'est-à-dire le centre de recherche sur les innovations sociales, le CRIS, selon qui l'innovation sociale résulte d'une intervention initiée par des acteurs sociaux afin d'apporter des solutions à des problèmes sociaux non résolus ou insuffisamment résolus et à répondre à des aspirations non satisfaites ou insuffisamment satisfaites par le cadre institutionnel existant. Et je souligne l'idée d'aspiration parce que c'est dans la perspective de la poursuite des aspirations qu'on enclenche des mouvements sociaux qui ont une possibilité, qui ont la capacité de transformer des environnements et de devenir éventuellement une alternative sociétale. Alors, le point de départ des innovations sociales, selon notre perspective, ce sont les expérimentations. Il faut dire que les expérimentations sont à l'innovation sociale, c'est que l'invention est à l'innovation technologique. Ça nous amène à souligner le fait qu'il faut favoriser et donner beaucoup d'importance aux expérimentations. Comme les inventions, toute expérimentation ne se traduit pas, en fin de compte, par une grande innovation sociale. Il y a des expérimentations qui ne marchent pas. Mais il demeure que s'il n'y a pas d'expérimentation, il n'y en a pas d'innovation sociale. C'est ça la base. Alors, les innovations sociales ou les expérimentations peuvent porter sur de nouveaux arrangements sociaux ou sur des produits et des services qui ont une finalité sociale et elles peuvent être, selon l'intensité, de nature radicale, c'est-à-dire qui constituent une vraie rupture avec des façons de faire, ou incrémentielle, c'est-à-dire qui s'inscrivent dans la trajectoire déjà amorcée par une innovation sociale, mais qui l'améliore, qui l'actualise. Alors, une chose qu'on sait, c'est que les innovations sociales n'arrivent pas n'importe quand et qu'elles n'arrivent pas seules. Okay? D'abord, elles arrivent par vagues et elles arrivent dans le contexte de grappes. Alors, si on regarde la situation du Québec, qui est celle qui nous inspire dans notre temps de recherche, mais moi, je fais le lien avec ce qui s'est passé ailleurs. Moi, je suis chilien d'origine. Je vois qu'au Chili, on a eu des étapes similaires. Okay? Donc, si je regarde les vagues des innovations sociales orientées vers le territoire au Québec, mais nous, on dégage quelque chose qui ressemble à trois grandes vagues. D'abord, la vague des années 60-70, qui a été liée à la Révolution tranquille et qui concerne essentiellement le secteur de services, c'est-à-dire l'accessibilité aux services, la création de services et l'accessibilité aux services. La deuxième vague,
répond à une crise qui a été la crise de la société industrielle, la crise du Fordisme de la fin des années 70 aux années 80, années 90, et qui met en place surtout des expérimentations au sein de ce qu'on appelle l'économie sociale ou économie sociale et solidaire aujourd'hui, et qui avait comme objectif disons, de défendre les acquis, défendre les atouts des territoires en termes d'actifs productifs, en termes d'emploi surtout, en termes d'emploi. Et on a créé des organismes qui ont été très importants, à la fois pour favoriser l'emploi, comme les fonds des travailleurs, par exemple, ou les corporations de développement économique communautaire, qui sont devenues par la suite des centres locaux d'emploi et qui agissaient sur le territoire pour donner une certaine gouvernance au territoire et favoriser l'inclusion, un développement plus inclusif. Bon, on sait que certains de ces dispositifs, du moins au Québec, ont été abolis, mais on sait aussi qu'ils ne répondaient plus aux nouvelles aspirations. Et c'est là que je veux cadrer mon truc, c'est qu'on a une situation où il y a de nouvelles aspirations que les innovations sociales qu'on avait mises en place dans les années 60 et 70, dans les années 80-90, n'y répondent plus tout à fait, ce qui nous amène à devoir développer un nouveau cadrage pour voir comment faire apparaître des expérimentations et surtout les rendre visibles, parce que les expérimentations sont là, mais il faut les rendre visibles dans la perspective du développement de l'innovation sociale. Alors, d'abord, ce nouveau cadrage doit combiner, c'est normatif, mais c'est ça, doit combiner la sphère sociétale et écologique. Et il faut qu'il soit combiné. La sphère sociétale ne suffit pas, la sphère écologique ne suffit pas. Alors, notre hypothèse est que les initiatives orientées vers le milieu de vie, mais là, je l'ai annoncé dès le départ, hein, alors que c'est pas, ça commence à ne plus être une nouveauté, c'est les initiatives orientées vers le milieu de vie favorisent la convergence de ces deux sphères et l'émergence d'alternatives sociétales. Pourquoi? Parce que les milieux de vie ne sont pas que sociaux et ne sont pas que écologiques, ils sont les deux. C'est-à-dire qu'on a un milieu de vie qui combine les dimensions naturelles et les dimensions sociales. Et le bien commun dans un milieu de vie doit combiner ces deux dimensions. Alors, cette hypothèse nous amène à poser des jalons que nous tirons des trois, disons, perspectives épistémologiques. Okay? La perspective qu'on appelle des épistémologies du Sud, développée par le collègue portugais Boaventura de Sousa Santos, et qui a, disons, fait beaucoup de contributions, mais une des contributions a été de diffuser l'idée du bon vivre, l'idée du bien vivre, inspirée de l'expérience des mouvements sociaux indigènes des Andes. Okay? Je pense que c'est assez connu. Au besoin, on pourra revenir. La deuxième source épistémologique est celle de ce qu'on appelle le commun ou les communs, pluriel ou singulier, les communs qui remontent aux travaux d'Elinor Ostrom dans les années 90 et qui a été, disons, utilisé pour développer une sorte de modalité de gouvernance associée à l'usage des ressources, à la fois naturels et sociaux, humains, et qui nous donnent des clés pour ce qu'ils appellent une révolution du XXIe siècle. Et la troisième source épistémologique, c'est celle développée par deux grands géographes que souvent on pense qu'ils constituent une seule personne parce qu'elle signe Gibson Graham comme si c'était une seule personne. En réalité, c'est deux, c'est Katharine Gibson et Julie Graham,
Mais là, ça devient une seule personne parce que Julie Graham est décédé, mais il devient que les travaux, c'est deux géographes qui ont développé une approche particulière à l'égard du capitalisme et qui ont apporté l'idée de la recherche performative. Alors, qu'est-ce que la recherche performative? C'est une vision de ce que c'est que le travail intellectuel qui indique que quand on travaille en recherche, on fait plus que observer, décrire et critiquer quelque chose, mais en même temps, on y contribue. C'est-à-dire qu'on n'est pas que des observateurs, on est dedans. Parce que déjà, le fait de dire une réalité, mais on contribue à ce qu'elle existe. Alors, tant qu'à y être, c'est mieux de le faire en fonction de transformer les réalités que l'on est en train de critiquer et donc d'amener des éléments pour améliorer les situations à partir de la base. Et ça, c'est très important. Et ils font référence aussi à l'innovation sociale. Alors, tout ça pour dire que ça nous amène à mettre le milieu de vie au centre des actions de développement, ce qui veut dire mettre la vie au centre des actions de développement. Et c'est ça l'idée principale de ces nouveaux cadrages sur lesquels j'essaie de travailler avec une équipe, évidemment, des chercheurs, des collègues, mais aussi des étudiants, des doctorats et des maîtrises. Alors, les éléments fondamentaux d'une perspective telle que je viens de la situer dans le contexte de ce recadrage épistémologique, inspiré de l'approche du buen vivir, hein, que vous comprenez que c'est en espagnol, alors moi, j'aime ça, ça me fait plaisir de dire des mots en espagnol de temps en temps. Alors, les quatre principaux éléments de cette approche sont la nature, l'humanité, la réciprocité et les échanges. Évidemment, on pourrait aller plus loin et décrire tout ça, mais ce qui m'importe, moi, c'est la question de la nature dans une perspective de respect d'une finalité collective, de l'usage, pas l'exploitation, l'usage de la nature. Et on utilise la nature pour vivre. Hein. L'humanité dans une perspective holistique, c'est-à-dire incluant le social, incluant le passé, incluant le futur, incluant la culture. La réciprocité qui est organisée localement et qui fait appel à l'approche communautaire et qui donne priorité à la valeur d'usage, et les échanges qui résultent des interactions à diverses échelles parce qu'on n'est pas du tout dans une perspective de repli sur soi. Hein. Et l'idée, c'est que ces quatre éléments se situent sur deux axes. Un axe qui est l'axe humanité-nature et le deuxième axe qui est l'axe échange-réciprocité et qu'ils se combinent à plusieurs échelles. Une première échelle qui est l'échelle communale, qui est l'échelle de la commune. Hein. L'échelle régionale qui est l'échelle plus large qui permet une certaine planification, une certaine distribution des fonctions et tout ça. L'échelle nationale qui amène les gouvernements qui ont une responsabilité majeure en ce qui concerne la redistribution de la richesse, la justice, hein, la justice dans tous les domaines, et évidemment l'échelle planétaire qui est celle qui concerne l'ensemble de l'humanité et qui vit des crises, notamment des crises écologiques majeures, mais aussi des crises sociétales majeures. On sait les migrations à l'échelle mondiale, tout ça, c'est des éléments qui sont majeurs et qui concernent l'approche dont on est en train de parler et qui implique une combinaison de ces quatre éléments. Okay? Alors, un petit test, je sais que ça avance, que le temps avance, je vois Arnaud qui regarde avec des yeux réprobateurs peut-être, mais moi je suis de la vieille gagne, alors moi j'ai une montre, je sais que les gens n'ont plus de montre, alors ça ne s'utilise plus, moi j'en ai une et je l'ai devant moi. Alors je regarde, donc je pense qu'on est correct. Un petit test de ce que je viens de dire, un regard réalisé dans une communauté, qui est la communauté de San Camille,
communauté située dans une région du Québec, la région de l'Estrie. C'est une communauté rurale relativement petite, hein, de 575 habitants, qui a vécu des moments disons, durs, comme la plupart des communautés rurales, mais qui a débuté à partir de 1984 des luttes, d'abord pour garder leurs services, pour garder leur école, pour garder l'idée du bureau de poste. Hein, au Québec, je ne sais pas ailleurs, mais au Québec, la lutte pour le bureau de poste est quelque chose d'important. J'imagine que c'est parce que c'est lié à l'identité. Hein. Alors l'identité est importante. Création d'une corporation de développement qui est très, 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 très active, profit ou insertion dans une politique publique rurale, dans les politiques publiques rurales du gouvernement du Québec, en particulier à travers ce qu'on a appelé les pactes ruraux, où il s'est développé des leaders très actifs, un leadership partagé, que nous appelons partagé, parce qu'il y a plusieurs leaders qui agissent à leur moment, dans leur place, et qui s'inscrivent dans un processus inclusif, de gouvernance inclusive, où l'identité locale a un effet très important et où on donne de l'importance à l'usage de ce territoire, si bien qu'on a même refusé des exploitations minières qui essayaient de venir exploiter des ressources minières dans la localité. Donc c'est un cas emblématique au Québec et ça nous a permis, on a travaillé avec cette communauté, on continue d'ailleurs de travailler avec cette communauté depuis des années et on a fait un travail, disons, des partages, on appelle ça les ateliers de savoir partagé, donc des partages de savoir, des co-construction de connaissances avec eux. Et moi, ce que j'ai fait en ce moment, c'est de tester l'approche que je vous ai présenté, disons, à l'ombre de la communauté de Saint-Camille. Alors, si je regarde la nature, ben, à Saint-Camille, le respect de la nature s'est traduit par la protection du paysage. Un refus de l'industrie minière qui a essayé de s'installer, une approche résidentielle collaborative sur la base même d'une coopérative de solidarité et qui est très en lien avec l'environnement, mais qui s'inscrit dans l'environnement. Ce n'est pas une question de protéger l'environnement, c'est que ça s'inscrit dans l'environnement. L'humain, ben, là, c'est la qualité de vie, alors donc des projets culturels, mobilisation projective de la mémoire, réhabilitation du patrimoine bâti et un ensemble de projets intergénérationnels de divers types qui sont importants, agricoles même, qui sont importants et qui ont jalonné le processus innovateur à Saint-Camille. La réciprocité, une densité organisationnelle extraordinaire. Je pense qu'il y a 34 organisations pour une population qui aujourd'hui est de 575 habitants et qui a été de 400 habitants il y a juste 15 ans. Alors, il y a une croissance démographique. Hein. Donc, densité organisationnelle très forte, des projets intergénérationnels qui sont très importants, des formes d'interaction sociale instituées qui sont très importantes. Et en ce qui concerne les échanges, une forte inscription dans des réseaux à divers niveaux et échelles, et des arrimages institutionnels au niveau municipal, au niveau régional, au niveau national, qui nous différencient d'un cas que Majella Simard a déjà étudié et qui était beaucoup plus replié sur lui-même, et c'est le cas du JAL, hein, et qui était en fait, il n'était pas inscrit dans ce réseau et qui le refusait même d'une certaine façon. Alors, tout ça pour dire que là, il y a un changement qui s'inscrit d'ailleurs dans les vagues
dont j'ai parlé, et les aspirations, les changements d'aspiration. Alors, à partir de là, moi, on parlait des nouveaux modèles d'action, je dégage un certain nombre de pistes d'action. Alors, des pistes pour des études. D'abord, la question de l'arrimage des dimensions politiques, sociales, économiques et environnementales. C'est quelque chose d'absolument essentiel. 5000 nous montre ça, mais c'est essentiel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire ça sans l'interaction de l'ensemble des acteurs et de l'ensemble des dimensions d'une communauté. La deuxième chose qui nous apparaît dans toutes les recherches empiriques, c'est le rôle central qui joue la culture. La culture, des premiers niveaux, des deuxièmes niveaux, puis des dixièmes niveaux, si vous voulez, là, la question culturelle devient essentielle, que ce soit pour, en ce qui concerne l'identité et les sentiments d'appartenance, ou encore les activités culturelles des hommes culturels créatifs, y compris artistiques. Alors ça devient absolument essentiel, ce qui est un changement assez majeur avec ce qui s'est passé dans les années 80 ou 70. Je pense au JAL encore, j'interpelle Magellan, je le fais exprès, mais je ne me souviens pas d'avoir vu au JAL des grandes préoccupations et projets pour le développement artistique. Hein. Ça, je ne me souviens pas de ça. Alors que à Saint-Camille, et quand on étudie les quartiers à Montréal et tout ça, selon la même perspective, on le voit d'une façon assez claire. Et la troisième piste d'action en termes de recherche, c'est la question de la valeur d'usage du territoire en tant que milieu de vie qui doit être au centre des actions de développement. Et par rapport à l'action avec les acteurs, okay? D'abord, une première chose qui est essentielle, c'est le développement des capacités, c'est les capabilities bien connues d'Amartya Sen, mais qui doivent être individuelles, mais aussi collectives. C'est les capacités individuelles qui permettent le leadership. Hein. Le leadership n'est pas collectif, le leadership est individuel, c'est la gouvernance qui est collective. Alors, mais sauf que le leadership individuel, quand il est partagé, c'est-à-dire quand il y a plusieurs formes de leadership individuel, ça devient collectif dans la mesure où il y a une capacité collective dans le milieu d'inscrire tous ces leaderships dans une perspective commune. Et ça s'acquiert, ça s'apprend. La deuxième piste en termes d'action, c'est l'importance de développer la réflexivité et l'importance de la connaissance. Alors, la connaissance devient un enjeu fondamental dans le développement des territoires. Il a probablement toujours été, mais on n'en était pas conscient. Alors que là, on l'est, à cause de ce besoin de développement de réflexivité qui signifie prévoir les problèmes et agir avant qu'ils se présentent. Et avoir surtout une vision de ce qu'on aspire à développer dans une communauté. La troisième piste, c'est lié à cette idée de vision, c'est l'application d'une vision intégrée du développement, ce qui signifie ce qu'on appelle le changement d'échelle, c'est-à-dire faire en sorte que ce qu'on fait dans une communauté se partage avec d'autres communautés et que tout cela monte de façon à apporter une vision différente, nouvelle et innovatrice du développement des territoires. Maintenant, si vous voulez en savoir plus, deux volumes évidemment, on a beaucoup de publications, des cahiers de recherche du CRIS et tout ça, mais deux volumes, un qui s'intitule L'innovation locale à l'épreuve du global, qui a été publié par, c'est un collectif, hein, dirigé par moi-même, Bernard Pecker, Kirsten Cook et Sidamet Toussi, qui est sorti il y a 3 ans à peu près. Et le deuxième, qui est sorti en pleine pandémie, en fait, c'est la question de Living Lab, que nous approchons d'une façon beaucoup plus large que
ceux qui travaillent sur les Living Labs labellisés, parce qu'il y a un label Living Lab, mais nous les approchons de façon beaucoup plus large. D'ailleurs, Arnaud a une contribution avec Jean-Gabriel Tremblay dans ses livres. Et donc, ça s'intitule Les Living Labs, une perspective territoriale. Dans un cas, c'est les presses de l'Université du Québec, dans l'autre cas, c'est l'Harmattan à Paris. Alors, voilà ce que je voulais vous présenter. Je pense que j'ai fait à peu près ça en 25 minutes. Je ne sais pas si je me trompe, mais dans ma montre me dit à peu près ça. C'est ça, la montre a raison, oui, il y a un respect scrupuleux des délais, merci beaucoup. Et donc, je vais céder la parole sans plus attendre à Magella, et juste après, on pourra avoir une période d'échange entre nous. Voilà. Ok, Magella. moi je vais clore je vais fermer mon partage d'écran, c'est ça? Oui, oui, c'est ça, parfait, oui, exact. Ok. Bonjour. Magella. Bonjour. Alors, je suis un peu essoufflé. J'ai de monde moi aussi, fait que j'ai été la chercher. Vite pour répondre à Johan Lewis, il y a une initiative au JAL liée à la culture, c'est le festival Le Jeune Archet, mais ce n'est pas une innovation sociale comme l'entend le CRIS, c'est plus une initiative de développement. Alors, je vais vous partager mon écran. Et je vais vous parler du JAL, c'est sûr. Je n'ai jamais pensé. On le voit à l'écran, Magella. Alors, je continue à m'intéresser au JAL. Je vais vous parler de mobilisation citoyenne et des projets qui en ont découlé entre 1971 et 2020. Est-ce que ce sont des initiatives de développement ou des innovations sociales? Alors, je vais faire une petite mise en contexte. Je vais présenter les objectifs et la méthode d'analyse. Le cadrage théorique, je vais aller très vite parce que Johan Lewis en a parlé. De la définition formelle, je dirais, d'innovation sociale, du moins celle de la définition du CRIS, oui. Et donc, l'analyse de résultats va se déroulé en deux parties. Donc, je vais vous présenter quelques initiatives de développement local, celles du moins que j'ai répertoriées, et les innovations sociales qu'on retrouve au JAL. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, le JAL a vraiment marqué l'historiographie et le développement régional, je dirais, au Québec. Alors, c'est le regroupement de 3 municipalités, 4 localités, Saint-Just-du-Lac, Laurent-Versé, Eau-Claire et Le Jeune, qui étaient considérées comme étant marginales et qui étaient condamnés à la fermeture suite à la mise en place du rapport du Bureau de l'aménagement de l'Est du Québec à la fin des années 60. Alors, les gens se sont pris en main et via ce qu'on a appelé les opérations dignité à l'époque, et ont entrepris différents types de projets pour essentiellement liés à pour améliorer leur qualité de vie, pour redynamiser leur milieu. Essentiellement, ces projets-là étaient beaucoup liés à l'aménagement intégré des ressources, alors donc un développement qui partait vraiment de la base et qui reposait beaucoup sur le modèle coopératif. Donc, certains de ces projets visaient à répondre à des besoins que ni le marché ni l'État permettaient de combler. Donc, certains peuvent être considérés comme étant des innovations sociales. On y reviendra tout à l'heure. Alors, ce dont je veux vous parler aujourd'hui, donc, c'est l'objectif de ma recherche, c'est d'effectuer une recension des initiatives qui ont vu le jour au JAL entre 1971 et 2020 et à déterminer si celles-ci correspondent à des innovations sociales, comme le définit le CRIS, et d'évaluer la portée et la contribution de ces innovations-là en matière de renforcement de capacités et de développement territorial. Alors, donc, ça repose sur le plan méthodologique sur une revue de la littérature, des entrevues semi-dirigées, le dépouillement d'articles de journaux entre le 1er janvier 1971 et le 31 décembre 2020. L'approche retenue est celle des représentations sociales des acteurs de Joliet. Alors, donc, par renforcement des capacités, ce qu'on entend par là, donc, c'est un processus par lequel les particuliers, les organisations, les sociétés
vont acquérir, accroître et entretenir des aptitudes pour fixer leur propre objectif de développement. Donc, essentiellement, c'est beaucoup lié vers des initiatives en lien avec le développement local. Et ça va faire intervenir des composantes liées au développement comme le capital social, le leadership, la participation citoyenne, les compétences, le partenariat et les moyens, les motivations nécessaires à l'émergence de ces initiatives-là. Alors, quant à l'économie sociale, bon, la définition officielle, je dirais, de celle de la loi québécoise sur l'économie sociale, c'est l'ensemble des activités économiques à finalité sociale qui est réalisée dans le cadre des entreprises, dont les activités consistent notamment en la vente ou l'échange de biens ou de services qui sont exploités conformément à différents principes. Alors, je pense qu'on les connaît, donc il y a une certaine viabilité économique, une gouvernance démocratique, donc l'entreprise répond aux besoins de ses membres, etc. Je passe assez rapidement. Et la définition de l'innovation sociale, alors, ça aussi, je pense, alors c'est exactement la même que celle que Johan Lewis a donnée dans sa communication. Alors, donc, tout autre projet qui ne correspond pas à la définition du crise, pour moi, est considéré, et pour les personnes que j'avais interviewées, est considéré comme une initiative de développement local. Alors, évidemment, cette innovation sociale-là va beaucoup plus loin que la simple initiative, donc ça va contribuer au renforcement des capacités et ça va s'inscrire dans une démarche de développement territorial, donc c'est-à-dire un changement social qui va permettre d'améliorer les conditions de vie des individus et évidemment, ça s'intègre à l'intérieur du territoire et non pas nécessairement au sein d'une municipalité ou je dirais, d'un espace géographique qui est défini, là, où on peut définir carrément sur une carte. Et ça met aussi à la fois en scène les composantes structurelles du développement, comme la structure de peuplement, la création d'emplois et les facteurs intangibles. Alors, c'est un modèle que j'ai développé un peu. Donc, le renforcement des capacités est lié à différents types de gouvernance. En bas, vous avez les facteurs structurels du développement, l'économie, par exemple, le potentiel biophysique. Il se crée comme une espèce de mise en réseau et de synergie, donc ce qui permet de créer un capital social et de là émane, je dirais, une innovation sociale. Bon, je pense, je vous ai dit un peu quelle était la problématique. Alors, vous voyez ici sur une carte ces 4 localités ou 3 municipalités qui sont situées dans la MRC de Témiscouata. Donc, c'est quand même, ça reste des milieux actuellement à problème. Et comme je vous le mentionnais tout à l'heure, ce sont des comités de citoyens essentiellement qui se sont mis en place et qui ont, à l'époque, émané du clergé, qui constituaient les principaux leaders pour former en 1972 un comité intermunicipal du JAL. Et comme je vous le mentionnais, dont les orientations étaient beaucoup orientées vers l'aménagement intégré, surtout de la ressource forestière, principalement où on a intégré, quand on parle d'aménagement intégré, c'est-à-dire on a jouxté d'autres types de ressources, dont essentiellement l'agriculture, le tourisme, l'artisanat et ces choses-là, pour en arriver à la création d'une coopérative qui était, je dirais, le principal promoteur des différents projets qui ont émané à ce moment-là. Alors, donc, il y a plusieurs de ces initiatives-là qui, dans les années 70, qui ont disparu parce qu'elles n'étaient pas rentables. Et évidemment, le gouvernement s'était énormément impliqué à l'époque. Ils ont reçu des sommes colossales. On pourra en reparler peut-être durant la discussion. Essentiellement, les initiatives qui sont restées ont contribué, je dirais, à modifier la structure économique du milieu pour se tourner beaucoup plus aujourd'hui vers une acériculture à haut rendement. Je reviens aux initiatives. Alors, j'en ai dénombré 532 durant la période que je vous évoquais tout à l'heure. Et ces initiatives-là se distribuent de la manière suivante. Alors, si on divise par type d'économie, privée, publique, sociale, bien, vous pouvez constater que
je dirais même durant la dernière décade, ce sont encore des initiatives qui émanaient de l'économie sociale qui restent les plus nombreuses. Donc, il y a donc un terreau, d'après moi, mais évidemment, c'est sans aucune mesure là, avec le 83% à l'époque, je dirais, glorieuse du JAL. Alors, c'est ce que je mentionne ici. Donc, 83% et ça a eu tendance, je dirais, à diminuer au fil des années pour ensuite revenir à un peu plus de 50% en 2011 et 2020. Voilà. Sauf pour la période 91 à 2011, les initiatives qui étaient issues de l'économie sociale ont toujours été celles qui ont eu préséance, donc les plus importantes, je dirais. Sans nécessairement qu'il y ait des subventions. Ça aussi, on pourra en reparler tout à l'heure. Et si on regarde par type de secteur d'activité, bien, ça a été toujours, je dirais, des initiatives qui émanaient du secteur des sports et loisirs, qui avaient la cote, là. Alors, j'en ai recensé 90 essentiellement, et elles deviennent de plus en plus populaires, je dirais, au cours de la dernière décade. Il y a eu quand même aussi beaucoup d'initiatives qui ont émané du secteur du développement communautaire avec un important, je dirais, une importante diminution au moment lors de la dernière décade. Oui, alors, oui, c'est ce que je vous mentionnais, c'est ce que je disais. Le développement communautaire aussi, actuellement, oui, a donné lieu seulement à 8 initiatives, je dirais, au cours des 10 dernières années. Alors, probablement, alors je sais que c'est lié à un effritement, je dirais, de la solidarité territoriale et aussi à l'essor d'un esprit de plus en plus individualiste qui a marqué le JAL et la société dans son ensemble. Et ça, c'est un des aspects que je travaille actuellement via des comités MADA. Alors, on constate de plus en plus, je dirais, l'émergence de cette société individualiste-là. Et c'est là-dessus que je veux concentrer mes recherches, je dirais, au cours des dernières années. Alors, de ces 532 initiatives-là, il y en a seulement 3 qui sont des innovations sociales, comme l'entend le CRISE, comme l'ont considéré aussi différents types d'acteurs que j'avais interrogés sur le terrain à l'époque. Et évidemment, un autre critère, ben, il faut que cette initiative-là existe toujours. Alors, c'est le groupement forestier du Témiscouata qui est né à l'époque du JAL, un projet de cercle social, le Funambule, et l'aménagement d'une piste cyclable pour BMX. Alors, si j'ai le temps, je vais vous les présenter tous les 3, sinon je vais en sauter une. Alors, je vais commencer par le groupement forestier du Témiscouata, alors qui a été mis en place dans le but de favoriser la rentabilisation de la ressource forestière et de stimuler l'économie sociale. C'est quand même près de 1000 propriétaires de l'eau boisée et le chiffre d'affaires le plus récent là, était de 24,5 millions de dollars. Donc, c'est quand même un acteur très important à l'échelle du JAL. Alors, et c'est aussi à l'époque, c'était un objet de contestation qui dénonçait les pratiques de l'exploitation capitaliste. Et comme je vous le mentionnais, l'organisme a réussi à surmonter les épreuves du temps et juste pour ça est considéré comme étant une innovation sociale et le groupement aussi reçu quand même plusieurs prix donc de reconnaissance notamment. Alors, pourquoi et comment c'est une innovation sociale? Donc, à partir du cadre théorique que je vous proposais tout à l'heure, si j'examine ça en matière de renforcement des capacités et en termes de développement territorial. D'abord, c'est une innovation qui s'inscrit au sein du territoire, qui débordait même le JAL, qui déborde même le JAL. Ensuite, elle était soutenable sur le plan écologique, donc l'aspect que Johan Lewis a mis en exergue tout à l'heure est très présent. Le projet a eu aussi des impacts positifs en termes d'aménagement du territoire, en favorisant une exploitation plus harmonieuse et efficiente des ressources naturelles. Et ben, il y a quand même 200 emplois qui sont créés par ce regroupement-là. Ça a été aussi un incubateur de projets, donc l'organisme a donné lieu à d'autres projets
qui n'existe plus malheureusement aujourd'hui. Et notamment, c'est-à-dire à deux projets beaucoup plus récents, dont la piste cyclable que je veux vous parler tout à l'heure et le Parc national du lac Témiscouata. Donc, c'est vraiment un acteur, je dirais, de premier plan à l'échelle du JAL. Et bien, sur le plan social, bien, le groupement a aussi favorisé la mobilisation de toute la communauté, en plus de souder les liens avec différentes catégories de partenaires. L'autre projet, très rapidement, c'est un projet de cirque social qui a été implanté au JAL, alors donc, et qui existe toujours. Donc, oui, les trois initiatives existent toujours. Le but était d'intégrer différentes activités liées au cirque dans les différentes matières scolaires et ensuite de présenter ça à l'occasion de Noël et à la fin de l'année scolaire. Bon, il y a eu évidemment 60 000 $ qui a été investi par la commission scolaire à un moment donné. Et en plus, au départ, le projet a reçu l'appui de la Caisse populaire de la Vallée des Lacs et des 3 municipalités du JAL. Alors, ça a été un projet qui a été vraiment rassembleur. C'est un projet qui a été aussi, qui a débordé les frontières. Alors, dans la région ici d'Edmundston, le projet a débordé les frontières. Bon, c'est aussi un projet qui a reçu de nombreux prix. Alors, l'effet que cela a eu sur le renforcement des capacités, le développement territorial, le projet a permis de réduire des problèmes de violence puis d'intimidation. Il a d'ailleurs été, je dirais, créé à partir de ça. Des élèves qui avaient certains problèmes, notamment un taux d'absentéisme qui était très élevé. C'est la seule initiative qui a réussi, une des seules initiatives qui a réussi à rallier les 3 localités du JAL. Donc, encore là, sur le plan du renforcement des capacités, il y a une très forte mobilisation citoyenne. Ça a contribué aussi à consolider oui, les liens entre les parents et les enfants, à dynamiser donc les 3 communautés. C'est aussi un projet qui a eu des impacts bénéfiques en termes d'insertion sociale que j'aurais pu mesurer là, de façon plus précise, mais c'était pas vrai. Je ne l'ai pas fait, là. Et évidemment, les parents se sont beaucoup plus impliqués, je dirais, dans le cheminement académique de leurs enfants. Développement de l'empowerment aussi, donc la capacité à se mobiliser, renforcement du sentiment identitaire, stimulation de l'esprit d'initiative et du leadership, renforcement de la cohésion sociale aussi. Et ça, le projet a aussi été un facteur de résilience dans le sens où il a permis à des écoles, je dirais, à demeurer ouvertes. Donc, une capacité de changement. Là. Les écoles ont une autre rôle. Beaucoup aussi de réseautage s'est effectué et comme je vous le mentionnais, ben, ça l'a débordé jusqu'ici au Nouveau-Brunswick. Donc, on voit ici là, vraiment l'intégration à l'échelle du territoire. Et le projet a aussi permis aux acteurs locaux d'avoir plus d'influence, je dirais, au niveau, aux organisations d'avoir plus d'influence sur les acteurs locaux. Alors, et au final, bon, comme il y a aussi, le projet s'est inscrit dans une perspective de transformation de fonctionnement social et du cadre institutionnel, il a été porteur de développement durable. Le troisième et dernier projet, c'est une piste cyclable qui a été mise en place en 2011. Alors, c'est un besoin qui était pas satisfait chez les jeunes. Il n'y avait pas de piste cyclable de BMX. Et c'est un projet qui a été indirectement intégré, je dirais, au projet Finambule. Le projet a émané à Eau-Claire, mais c'est aussi inscrit à l'échelle du territoire. C'était pas juste une piste, je dirais, le projet visait pas juste seulement une piste de bicyclette, mais aussi à effectuer des exercices, donc des cours d'éducation physique sous la supervision d'un entraîneur. Et il y avait aussi un club, il y a un club, oui, qui a été intégré, mixé à cette piste-là.
Donc, la clientèle venait essentiellement des trois écoles du JAL, mais aussi des villes environnantes, Cabano et Desgelis. Et outre le maintien d'une bonne santé, le projet avait pour but de lutter contre l'exode rural et le décrochage scolaire. Alors, vous voyez l'intégration de ces deux projets-là, les uns par rapport aux autres. Alors, il y a eu des méthodes, je dirais, d'apprentissage particulières, beaucoup tournées vers l'autodétermination des jeunes, empowerment, à travers une approche d'intervention collective. Le projet a aussi favorisé, je dirais, le renforcement des liens intergénérationnels. Et aussi l'intégration de différents types d'acteurs provenant de différents milieux. Alors, c'est quand même rare qu'il y ait un club de BMX dans une municipalité rurale fortement digitalisée. Donc, c'est un des premiers effets, je dirais, en termes de développement territorial. Le fait aussi que la piste a été homologuée par la Fédération québécoise des sports cyclistes a constitué une première. Le projet aussi a reçu différents types de prix. Il a également contribué à tisser des alliances entre différents types d'acteurs et de milieux, et il y a eu des effets positifs en termes d'aménagement du territoire parce que ces sentiers-là étaient complètement laissés à l'abandon. Alors, quelques éléments de discussion. Bon, évidemment, le JAL, comme je vous le mentionnais au tout début, existe toujours, donc était fortement dévitalisé, et à l'époque, on a observé un dynamisme exceptionnel qui s'est traduit par différents projets essentiellement liés au secteur communautaire. Et plusieurs de ces projets-là ont disparu. Alors ici, j'ai marqué les causes qui est revenu dans mon étude, là. Essentiellement, je dirais que c'est l'émergence d'un esprit plus individualiste, le passage d'une économie agroforestière à une autre tournée vers une acériculture à haut rendement, la faiblesse du leadership, l'effritement du sentiment d'appartenance, faiblesse de la mobilisation citoyenne, une difficulté de coordination entre les différents types d'acteurs, présence de tensions et émergence du syndrome du TLM, c'est-à-dire toujours les mêmes qui s'impliquent. Alors, comme on a vu, les initiatives sont plus diversifiées, mais en même temps, elles sont moins nombreuses. Sur 532 initiatives, seulement 3 projets peuvent être considérés comme étant des innovations sociales. Alors, elles ont comme but commun d'avoir contré la dévitalisation rurale, du moins en partie, et de s'intégrer à l'échelle du territoire et de favoriser un certain ancrage, et d'avoir contribué à plusieurs facteurs composantes liés au renforcement des capacités, notamment au capital social, comme j'évoquais tout à l'heure. Essentiellement, l'amélioration de la qualité de vie était derrière ces initiatives-là. Et elles ont aussi contribué, je dirais, comme dénominateur commun à dynamiser la vie relationnelle du milieu et à la fois d'améliorer le cadre de vie, donc par les infrastructures qui ont émané, et le milieu de vie. Ensuite, il y a aussi, bien qu'elles se soient caractérisées tant par les ressources qu'elles ont mobilisées qu'au niveau de leur rayonnement, ces innovations aussi ont été fortement imprégnées au sein du tissu local. Comme on l'a vu, il y a seulement une innovation qui a vu le jour, les 2 des innovations ont vu le jour après l'époque glorieuse du JAL. Oui, les 3 innovations relèvent de l'économie sociale, et elles ont contribué aussi à donner lieu à une forte participation citoyenne. Et leur contribution en termes de développement territorial était quand même différente d'une innovation à l'autre. Même si elles sont très positives, tout ce qui concerne les facteurs structurels du développement, essentiellement liés à la géographie et l'économie, leur impact a été relativement limité. Par exemple, sur le plan démographique, même si le projet Funambule et l'aménagement d'une piste auraient probablement contribué,
à retenir quelques jeunes. Si on regarde la courbe démographique de ces trois municipalités-là, elle décline constamment depuis 1971. Il y a eu aussi, je dirais, une portée assez limitée en termes d'économie. Alors, il y a, sauf pour le groupement forestier du Témiscouata, il n'y a pas eu d'effet d'entraînement dans d'autres secteurs de l'activité économique. Donc, en termes de développement économique, leur portée reste assez inexistante. Aucune aussi innovation s'est inscrite dans un créneau spécifique qui permettrait à la région de se démarquer. Alors, ce qui est contournable, si je me réfère aux travaux de Michael Porter, notamment, là, et même de Klein, qui avait déjà mentionné ça dans des écrits ultérieurement, l'importance de se démarquer dans un contexte de mondialisation. Et ne pas se le cacher, quand même, 2 de ces projets-là ont été à la remorque de subsides gouvernementaux. Alors, peut-être qu'ils n'auraient pas vu le jour s'il n'y aurait pas eu une implication de l'État. Donc, tout ça m'amène tout le temps à me questionner sur la stratégie de développement régional qui est déployée au Québec. Il n'y a rien en particulier qui est fait pour favoriser le développement de milieux ruraux dévitalisés. Alors, aucune des politiques de développement régional qui ont été mises en œuvre depuis les 50 dernières années ont permis d'infléchir les tendances lourdes qu'on observe au JAL, mais aussi ailleurs, et je vous dirais aussi très fortement au Nouveau-Brunswick, puisque dans le cas du Nouveau-Brunswick, on n'a aucune politique de développement régional. Donc, je pourrais dire, pour être ici depuis 15 ans, que plusieurs localités sont en très, très forte dévitalisation et sont pratiquement laissées à elles-mêmes. Alors voilà, je termine là-dessus. Je vous remercie de votre attention. Merci Magella, oui, merci d'avoir tous les deux respecté d'ailleurs les délais qui étaient impartis. Ça nous laisse globalement une demi-heure là pour les échanges entre nous. Alors, est-ce qu'il y aurait des questions parmi les personnes qui ont assisté aux interventions, aux présentations de nos deux intervenants? Y aurait-il des questions éventuelles à poser? Moi, j'en aurais déjà peut-être une. Moi, je me pose la question de l'après-Covid. Alors, évidemment, ce n'était pas dans vos présentations, mais on peut faire un arrimage avec la triste actualité. La pandémie, elle a entraîné quand même une espèce de fermeture de frontières terrestres. Et elle a même aussi remis en cause, dans une certaine mesure, l'idéologie néolibérale qui justement disait il n'y a plus de frontières, on est dans un village monde. On a bien vu qu'avec cette crise, il y a eu un repli sur nous, à commencer même par le Canada, qui est un pays en soi et il y a des fermetures à l'intérieur des frontières, donc on agit comme si on était des petits États vraiment indépendants à l'intérieur du plus grand. Et donc, je me demandais si la pandémie, est-ce qu'elle a vraiment démontré la fin ou les failles au moins du néolibéralisme? Et après, est-ce que l'après-Covid, est-ce que ça va entraîner une remise en cause du néolibéralisme au profit d'une meilleure justice sociale et aussi donc d'un équilibre entre les territoires et donc le bien commun? Ou est-ce qu'à l'inverse, on va assister à un repli sur soi avec une montée, comme le présentait notamment Magella, de l'individualisme sur chacun des territoires? Et au final, est-ce que la valeur d'échange, ça c'est pour reprendre un peu les mots de Juan Luis, elle ne va pas prendre le pas, l'ascendant sur la valeur d'usage d'un territoire? Alors, vous avez remarqué, je suis très doué pour les questions courtes, mais c'est une des questions voilà, que je me pose l'après-Covid dans tout ça. Voilà. Juan, on ne vous entend pas, il y a je crois le micro peut-être. Oui, c'est vrai. Je vais fermer le micro. Comment tu vois ça? Est-ce que tu veux qu'on réponde aux questions comme ça ou on attend d'autres questions? On peut répondre au fur et à mesure et ça donnera peut-être des idées aux personnes qui assistent à préparer les leurs. OK. Mais moi, je peux aller, à moins qu'Imagella, tu préfères... Oui, vas-y. Moi, j'ai une question pour toi tantôt. OK. Donc, oui, c'est une préoccupation qui est forte. Hein. D'abord, moi, je crois que
je crois que la COVID est une de ces contingences qui ont fait en sorte que des tendances, et ce n'est pas la première contingence dans l'histoire de l'humanité, hein, et ce n'est pas la première épidémie non plus, hein. C'est des contingences qui n'apportent pas quelque chose de nouveau, mais qui consolident, je cherche les mots, c'est ce qu'on fait en chimie là, quand on transforme un truc en un autre sans tout à fait le transformer. Comment ça s'appelle ça? En tout cas, on reviendra. Qui fait que des tendances qui existaient déjà prennent une voie, se consolident et s'orientent dans une perspective différente, mais pas complètement différente de ce qui existait avant. Si bien que la pandémie, ce qu'elle nous a amené à voir, c'est les très profondes inégalités qui existaient, premièrement, qui existaient déjà, qui ont été exacerbées par la crise de 2008, la crise économique de 2008, mais qui n'ont pas été inventées par la crise économique de 2008, mais qui ont été exacerbées parce que c'est devenu beaucoup plus important et la nature même de ces inégalités a changé un petit peu. Ce qui fait que là, la pandémie nous a donné à voir quelque chose qu'on savait qui existait, mais qu'on ne voyait pas tant que ça. On le voit, l'idée là, qui a été transmise par un article de la presse à un moment donné, mais je ne me souviens plus qui était le journaliste, qui disait « On est tous sous la même tempête, mais on n'est pas tous dans le même bateau. » Okay? Et là, effectivement, il y a, la COVID nous affecte d'une façon tout à fait différente. Et donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça a amené un certain nombre de ressources à être plus visibles, mais qui existaient déjà, mais qui n'étaient pas aussi importants comme, en fait, dont on ne les voyait pas aussi l'importance comme on le voit maintenant. La question de la distance. On est en train de faire un webinaire. Moi, j'ai un cours dans 2 heures. J'ai un cours. Je vais pouvoir participer au webinaire à Moncton et donner mon cours par la suite à l'UQAM. Je vais avoir le temps même de prendre mon auto, d'aller à l'UQAM, de donner mon cours de l'UQAM. Et tout ça, grâce à la distance, mon cours aussi va être à distance. Mais c'est quelque chose qu'on faisait déjà. On avait des réunions à distance. On faisait déjà des échanges même entre des lieux différents, avec la France, je me souviens de réunions plusieurs. Mais sauf que là, ça devient... Là, on voit un certain nombre de choses qui sont beaucoup plus intéressantes sur le plan de l'efficacité même, on va dire, de l'économie de ressources, hein, mais aussi du respect de l'environnement. Tout ça pour dire qu'il y a à la fois des situations qui existaient, qui deviennent plus pressantes et qui se modifient, mais qui, tout en se transformant, perdurent. Mais il y a aussi des moyens qu'on voit et qui peuvent être intéressants pour développer des choses de façon nouvelle. Alors, moi, je crois que tout cela dépend du rapport de force. Il y a des gens qui pensent que l'épidémie va modifier les comportements et qu'on va en ressortir dans une société plus juste et plus égalitaire. Moi, je ne vois rien de ça. Okay? Je vois plutôt le contraire. Par contre, je vois aussi une sensibilisation plus forte aux inégalités, une sensibilisation plus forte au besoin de développer une société différente via la transformation sociétale et écologique. Et je vois qu'il y a des mouvements qui se structurent dans ce sens.
Alors, ça va être une question de rapport de force. Je ne suis pas sûr qu'en ce moment, il y ait une stratégie suffisamment claire de l'ensemble d'initiatives et des mouvements qui portent l'idée d'une transformation sociétale et écologique suffisamment forte pour avoir un rapport de force favorable. Mais peut-être que ça va changer. Peut-être que ça va changer. Alors, mais moi, je pense que ça dépend de ça. Et l'idée, c'est que si on veut qu'il y ait une transformation de cette nature, ben, il faut s'inscrire dans un mouvement social, c'est-à-dire c'est une question de lutte sociale. Ça ne sera pas automatique. Et automatique, ce qu'il va avoir, c'est que les inégalités qui existaient déjà vont être encore plus fortes. Les petits retours à une sorte de keynésianisme, disons, assez traditionnel, ça va être laissé de côté assez rapidement, et on va revenir à l'individualisme et au pouvoir de ceux qui détiennent au-delà des le 1% du monde qui retient 99% et du pouvoir et de la richesse, là, mais ils vont devenir encore plus forts. Merci. Majella, est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou poser ta propre question? Oui, je suis d'accord, je dirais à 99,9% à ce que Johan Lewis dit. Je suis pas futurologue, là, donc c'est difficile de prévoir ce qui va arriver. Moi, d'après moi, ce que j'ai cru voir, c'est que les initiatives qui émanent à gauche et à droite, je dirais depuis qu'on vit la crise sanitaire, ont un peu comme objectif d'atténuer, je dirais, les effets du néolibéralisme. Donc, ce que je pense, c'est que les nouveaux modèles de développement, de paradigme que l'on possède actuellement vont probablement au fil des années exercer plus de poids. Je pense par exemple au développement économique solidaire, à l'éthique du développement, mais surtout aux économies de type parallèle, là, comme l'économie circulaire, l'économie collaborative, l'économie de partage. J'ai l'impression que ces différents types d'économies parallèles-là vont avoir plus de poids. Et comment ça peut se traduire? Déjà avant la pandémie, je pense, juste dans le monde agricole, on voit de plus en plus l'essor de circuits courts, d'un accroissement pour l'agriculture biologique, d'un accroissement de la demande, en tout cas pour les produits locaux, un peu partout. J'ai l'impression que cette tendance-là va avoir tendance à se manifester davantage. Mais je ne dirais pas qu'on va s'orienter vers une société de décroissance, un peu comme l'entend Serge Mongeau ou d'autres observateurs. Alors, d'après moi, ça va contribuer, je dirais, la crise contribue à réduire les impacts de l'économie capitaliste. Ma question pour Johan Lewis, c'est est-ce que tu observes, Johan, depuis l'avènement justement de cette crise sanitaire-là, l'émergence davantage d'innovation sociale, que ce soit au Québec ou à travers le monde? Est-ce que je peux répondre, Arnaud? Oui, bien sûr. OK. Juste pour dire, le mot que j'ai cherché, c'est le mot catalyser. Okay? C'est important parce que transformer, ce n'est pas catalyser. Hein. Vous savez ce que ça veut dire catalyser? Les contingences, okay, catalysent des tendances qui existaient déjà. Et ça, c'est depuis toujours dans l'histoire. Les contingences ne provoquent pas de grandes révolutions. Elles catalysent des tendances qui existaient, si bien qu'elles se consolident et se transforment. Mais elles ne deviennent pas quelque chose de fondamentalement innovateur. Donc, tout ça pour dire que je suis d'accord avec toi, Majella, sur l'importance d'initiatives, et on est en train d'étudier quelques-unes. Hein, sur le plan culturel, là, avec Laurent Sauvage, on étudie, il y a eu un collectif des initiatives culturelles
qui développent des communs dans certains quartiers et tout ça, avec d'autres collègues aussi. Donc, on voit ça. Au niveau de l'agriculture urbaine devient très importante, et même qu'on étudie des cas où il y a de l'agriculture urbaine à grande capacité sur les toits. Okay? Et là, vous connaissez probablement le cas de l'UFA, qui en ce moment dessert au-delà des 20 000 ménages, okay? À partir de la production agricole faite sur 4 toits d'édifices, dont un qui est un ancien édifice désaffecté, mais qui implique aussi, parce que c'est difficile d'avoir un élevage sur un toit, hein, donc, et les gens, certains veulent manger de la viande aussi, donc ce qui implique aussi des producteurs locaux. Donc il y a des systèmes locaux axés sur les circuits courts, mais dont le leadership est porté par cette idée des serres qui sont écologiques et tout ça, et qui produisent à des niveaux assez importants, et qui développent même une identité, parce que les gens qui sont abonnés, ce n'est pas juste déjà abonnés, ils s'appellent des loufabors, c'est-à-dire un peu comme les carnivores, des loufabors, parce qu'ils développent une identité, et ils adhèrent à un projet. Okay? Alors tout ça pour dire, mais ça existait avant, sauf que là, on voit que ça peut être une réponse à des problèmes qui vont peut-être se reproduire si jamais il y a une autre pandémie, puis qu'il faut fermer les frontières entre les villes, puis entre les régions, puis là, on va avoir des problèmes pour se nourrir. Alors là, on voit des réponses dans ce qui existait déjà. Et il y a effectivement dans certains domaines, des expérimentations. Moi, ce que je vois, c'est des expérimentations. Est-ce que tout cela va donner lieu à des innovations sociales qui vont être adoptées, qui vont se diffuser et qui vont modifier le cadre institutionnel? Parce qu'une innovation sociale qui ne s'institutionnalise pas, c'est une innovation faillie. Hein? Il faut que ça modifie le cadre institutionnel. Sinon, ça devient une expérimentation, c'est tout. Ou une initiative, comme tu dis, Magella. Alors, tout ça pour dire, moi, je crois qu'il y en a des expérimentations, et il y a des choses qui émergent dans le domaine rural et urbain. Qu'est-ce qui va rester de tout ça, et comment tout ça va orienter un mouvement? Ça, c'est difficile de prévoir. Mais chose certaine, on voit mieux dans ce qui existait avant des possibilités de consolidation, ce qui se situe dans cette idée de catalysation. Hein. C'est pour ça que j'utilise ces mots. Merci. Y aurait-il des questions parmi les personnes qui ont assisté à ce webinaire? Parce que moi, j'en aurais à nouveau une, parce qu'on parlait d'activités culturelles. Et après, je laisserai la parole à Alex. J'ai vu, Alex, il y a eu un début de levée de main. Je reviendrai vers vous juste après. Les activités culturelles, en période de crise, on les sacrifie souvent, au motif qu'il faut relancer finalement l'économie par on va dire, le vrai travail. Et là, puisque ici à l'Université de Moncton, l'école des hautes études publiques appartient à la faculté des arts et des sciences sociales, là je pense que ça peut faire écho à la fois aux sciences sociales mais aussi à nos collègues des arts, c'est que est-ce qu'on ne peut pas prendre en compte dans l'après-Covid aussi l'activité culturelle comme un outil de relance économique? Parce que ça génère aussi des activités, hein, et pas que la culture en soi. Et là, on l'a vu justement peut-être pendant la pandémie, c'est que quand un spectacle est annulé, c'est autant d'hôtels, c'est autant de restaurants, autant de bars autour qui perdent une partie de clients potentiels. Donc, l'activité culturelle en soi génère en elle-même des profits, mais elle permet aussi aux économies locales d'en bénéficier.
Et donc, plutôt que de toujours prendre le problème culture égale pas prioritaire en période de crise, est-ce que pour une fois, ce ne serait pas envisageable de dire prenons l'activité culturelle comme un outil de relance après Covid? Tu veux Ben, aller, c'est sûr. Magda, ou j'y Oui, vais? très brièvement, c'est pas vraiment mon domaine, mon champ d'expertise, mais je pense que tous les secteurs d'activité sont importants, sont aussi importants les uns que par rapport aux autres. Encore faut-il qu'il y ait une volonté de la part de l'État de pouvoir stimuler ce type d'initiative-là. Ce que j'ai vu, en tout cas dans le cas du Québec, pas ici au Nouveau-Brunswick, parce que notre gouvernement est quand même très peu interventionniste, là. Le secteur communautaire, le développement communautaire semble avoir reçu, je dirais, un coup de pouce majeur en période de COVID. Ben, ici aussi, il y a eu quand même quelques initiatives, là. Voilà, je dirais qu'il n'y a pas. Je pourrais dire la même chose. On se pourrait aussi se poser la question, est-ce que les petites localités rurales ou les milieux dévitalisés vont pouvoir avoir un coup de pouce supplémentaire? Je ne sais pas. Alors, évidemment, ça va dépendre des priorités des différentes instances gouvernementales. Alors moi, oui, je suis d'accord avec toi, Magella, mais j'aborderai la chose par une autre piste, c'est que moi, ce que je dirais, c'est que ce qui est important, c'est de développer l'activité culturelle dans tous les types d'activités culturelles, que ce soit l'activité culturelle artistique, euh, ou que ce soit l'activité culturelle de base qui développe l'appartenance au territoire et qui développe l'identité. Parce que d'abord, si on n'a pas, il y a une chose qui est certaine, l'appartenance au territoire et l'identité sont essentielles. Hein. Michel Bassin parlait, et ça fait longtemps quand il étudiait la culture, c'est un sociologue suisse bien connu, là, qui l'appartenance et l'identité peuvent être des emblèmes qui réunissent les citoyens, les acteurs, et qui les amènent à s'impliquer, à développer des initiatives et à les porter plus loin et à chercher des ressources publiques, privées, et faire réussir ces initiatives. Mais elles peuvent aussi, disons, le sentiment d'appartenance et les identités peuvent aussi être des stigmates. Lui utilisait ces deux mots-là, hein, stigmate et emblème. Et quand c'est des stigmates, c'est mortel, parce que mortel dans un sens figuré, évidemment, c'est mortel parce que ça amène la communauté à se dissoudre. Il n'y a plus d'identité, si bien qu'il n'y a plus de communauté. Hein. La communauté est aussi, au-delà des liens de proximité fortes, il y a aussi une question identitaire qui est très importante. Alors, c'est important de développer la culture à tous les niveaux, y compris l'expression culturelle, parce que la culture, elle se donne à voir. Elle se donne à voir à travers des manifestations. Et ces manifestations sont des manifestations créatives, des manifestations artistiques, de toutes sortes de manifestations, sans lesquelles on les voit beaucoup moins. Okay? Alors c'est important aussi qu'elles se donnent à voir. Et là, je crois que c'est absolument nécessaire de les développer. Et je suis d'accord avec le fait que, du moins, la partie artistique créative a été sacrifiée. Okay? Il demeure que j'ai été impressionné de voir comment l'Orchestre symphonique de Montréal fait des espèces de web-concerts qui permettent à des milliers de personnes de pouvoir y assister, alors qu'avant, ça se limitait aux gens qui sont dans la salle de l'Orchestre symphonique. Alors ça, il faut conserver ça, il faut le garder, mais il ne faut pas remplacer la présence par les virtuels, mais il faut le conserver,
possibilité que ça existe. Tout ça pour dire, moi, ça me paraît absolument important. Et je profite pour dire une chose, nous, on travaille de ça, parce que ça ne va pas se faire seul. Okay? Il faut le faire par ceux qui travaillent dans le domaine territorial et dans le domaine du développement, mais il faut qu'ils le fassent. Okay? Alors, nous, on a une équipe de travail qui a commencé avec Saint-Camille. Saint-Camille, le vaisseau amiral, c'est le petit bonheur. Hein? Le petit bonheur, c'est culturel. C'est un organisme culturel qui fait toutes sortes d'activités culturelles. C'est la deuxième innovation sociale qui s'est faite, ça a été essentiellement culturel. Bon, tout ça pour dire qu'on travaille avec eux sur un thème qui est, en fait, sur un processus plus qu'un thème, qui est celui du partage des savoirs. C'est les ateliers de savoir partagé. Par la suite, on a ajouté 2 communautés rurales, Bellechasse et Petit-Saguenay. Ça a été une deuxième étape. Et là, on a dans l'amorce d'une 3e étape où on va ajouter 6 autres communautés rurales et on travaille avec la Fondation Chagnon justement pour faire en sorte qu'on ait les moyens pour développer ça. Et ça, c'est une expérimentation à la base culturelle, parce qu'il s'agit de co-construire un croisement de savoir entre des communautés différentes, entre des chercheurs, parce qu'il y a plusieurs chercheurs qui sont impliqués dans ça, et entre des chercheurs et des communautés, il y a plusieurs croisements dans ça. Okay? Dans la perspective d'élaborer une vision de ce qui doit être le développement rural. Et donc, c'est culturel. C'est culturel. Et l'importance, c'est qu'à partir de ces classements, on développe des capacités et de la réflexivité, aussi bien chez les chercheurs que les acteurs. Alors, moi, je crois que c'est comme ça, en fait, ce n'est pas que comme ça, mais c'est une des approches pour développer cette idée de mettre l'accent sur la culture. Merci. Alors, éventuellement, une dernière ultime question avant qu'on se mette à clore ce webinaire. Y aurait-il une dernière intervention qui vous frustrerait si vous ne la faisiez pas? Oui, Alex, on vous écoute. Oui, je ne sais pas certain si jamais la discussion est dans la bonne direction, mais je suis quand même curieux, c'est que juste au cas, si vous pouvez potentiellement parler de l'impact qu'aurait un salaire universel de base, soit dans notre pays ou dans notre province, envers justement l'innovation sociale et les facteurs qui, comment je dirais ça, améliorent les conditions autour de l'innovation sociale. Tu y vas, Magella? Sur le revenu minimum garanti, je pense que je vais te laisser ça, Johan Louis-Klein. Je connais les expériences en Ontario, un peu aux États-Unis, mais l'impact que ça a en termes de développement, non, j'avoue mon incompétence. Oui, mais moi, je pense que ça fait longtemps qu'il y a toute une faction, je ne sais pas si c'est le bon mot, des gens qui œuvrent un peu à la marge de l'innovation sociale dans le monde. Ce n'est pas tout à fait notre vision de l'innovation sociale, mais il y a des gens qui disent qu'une façon d'améliorer les dynamiques de développement, d'intensifier le développement économique, c'est de monter le niveau des revenus des plus démunis. Alors, c'est ceux qui ont $1,80 ou $2 par jour à l'échelle mondiale avec $5. Mais là, évidemment, le marché se développerait d'une façon extraordinaire. Hein. Ben, ça a des conséquences aussi environnementales et tout ça. Hein. Mais sur le plan économique, c'est sûr que ça pourrait avoir Et d'ailleurs, ça a été la base même du keynésianisme, hein, qui est de monter des partage, de réaliser un partage de revenus et de monter le revenu de ceux qui avaient moins de revenus. Cela permettait, et permet toujours d'ailleurs, de dynamiser l'économie. Okay? Parce que ça renforce la consommation, et la consommation, c'est une des bases du cycle économique. Maintenant, moi, je crois qu'un des problèmes que nous avons aujourd'hui, si on parle de sociétés comme les nôtres,
c'est le problème des inégalités, de très profondes inégalités, et il faut y apporter des réponses rapides. Hein. Et effectivement, un salaire, que ce soit un salaire minimum de 15 $ de l'heure, ce qui veut dire monter le salaire minimum, que ce soit un salaire minimum, un revenu minimum garanti. Peu importe la façon, mais il est certain qu'il faut trouver des façons de diminuer les inégalités croissantes qui s'établissent en termes de partage du revenu. En fait, du non-partage du revenu. C'est clair, on l'a démontré que, et là on parle pas du patrimoine, là, on parle pas juste des revenus. Okay? C'est ceux qui ont les plus revenus dans les grandes compagnies ont à peu près des revenus qui sont à peu près 200, sinon 300 fois plus importants que le revenu moyen des travailleurs. On ne parle pas des revenus des plus pauvres, là, on parle des revenus moyens. Ça fait partie des inégalités les plus fortes qu'il y a eu dans l'histoire de l'humanité. Hein. Merci. Il y avait un projet là, à l'île du Prince-Édouard ici pour instaurer un revenu minimum garanti. En tout cas, ça sera intéressant de suivre ça. Effectivement, ce sera une piste à creuser. En tous les cas, merci à tous les deux pour vos interventions. C'était un plaisir de vous revoir après plusieurs mois, voire quelques années pour Juan Luis. Ça faisait un petit temps qu'on ne s'était pas vu. Et voilà, donc merci à nouveau d'être venu. Merci aux personnes qui ont assisté à ce webinaire. D'avoir été présent aujourd'hui. Donc, comme je vous l'avais dit en introduction, la semaine prochaine, la 4e édition des Printemps de l'école continue avec un deuxième webinaire qui, lui, porte sur l'économie et l'innovation sociale entre recherche partenariale et généalogie critique, où Omer Chouinard et Jean-Philippe Sapinski viendront également faire 2 interventions. Donc, la semaine prochaine, le 7 avril, à 11h30, voilà, donc les inscriptions sont encore possibles jusqu'à mardi prochain. Donc merci à toutes et à tous, et donc je vous souhaite une excellente journée et au plaisir de vous revoir à un autre moment, et espérons-le un jour en présentiel. Voilà. Bon colloque du CRIS la semaine prochaine. Et oui, bon colloque du CRIS. C'est vrai que Juan Luis est très occupé en ce moment. C'est la grosse période des colloques là. Oui, c'est vrai. Allez, merci beaucoup. Merci. Merci. Beaucoup d'avoir invité.